Bienvenue dans le débat sur France 24. Il inquiète par son degré d'incertitude et par ses conséquences politiques et économiques. Mais enfin, où en est-on du Brexit? Theresa May avait évoqué un Brexit dur et annoncé une rupture pour le 31 mars. En réalité, la Première ministre est en difficulté. La bataille s'annonce compliquée et les frontières d'une sortie de l'Union européenne encore bien floues. Dernier coup dur en date pour la chef de gouvernement, la démission de l'un de ses meilleurs généraux, Ivan Rogers, l'ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne, connu pour sa capacité à déminer les traquenards européens. Alors que révèle ce nouveau couac? L'équipe de Theresa May est-elle divisée? La Première ministre fragilisée? Quel est finalement son degré d'impréparation? Quel est son cap? Finalement, de quel Brexit parle-t-on? Un Brexit dur est-il encore possible? Un Brexit, mais à quel rythme? On en parle tout de suite avec mes invités. Jean-Dominique Giuliani est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman. Pierre Briançon, bonsoir, chef du bureau de Paris à Politico. Bonsoir. Alex Taylor, bonsoir, journaliste indépendant et spécialiste des questions européennes. Et en duplex de Bruxelles, David Coburn, député européen et leader du parti pour l'UKIP en Écosse. Alors avant de démarrer ce débat, je voudrais simplement qu'on écoute quelques réactions. Ces réactions à la démission justement d'Ivan Rogers, ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne. Nous regrettons la perte d'un interlocuteur très professionnel, très bien informé, bien que pas toujours facile, qui a toujours défendu loyalement les intérêts de son gouvernement. Nous ne devrions pas avoir de diplomates qui sont pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, incapables d'accepter le résultat du référendum et qui essaient désespérément, comme Ivan, d'affirmer qu'il pourrait falloir 10 ans pour négocier un accord avec l'Union européenne. Cela n'a aucune utilité et franchement, il aurait dû partir en même temps que David Cameron le jour après le référendum. David Coburn, je voulais commencer par vous. On vient d'entendre Nigel Farage. Comment expliquez-vous cette démission d'Ivan Rogers? A-t-il été poussé dehors par les durs, les pro-Brexit durs? Oui, nous voulons un Brexit dur parce que c'est bien pour nous. Nous avons des problèmes si nous restons le marché international. Nous voulons entrer dans le marché international, pas juste en Europe. C'est pas bien pour nous. Nous voulons s'arrêter l'immigration et c'est pas possible si nous restons un Brexit. C'est pas dur. Est-ce que vous pensez que ce sont justement les durs au sein de l'ambassadeur? Excusez-moi, est-ce que vous pensez que ce sont les durs au sein de l'équipe de Theresa May, justement, les pro-Brexit durs, qui se sont débarrassés d'une certaine manière de Ivan Rogers? Monsieur Rogers, il est là-bas pour longtemps. Il est extrêmement pour la communauté européenne. Il n'est pas suffisamment pour le Brexit. Nous voulons quelqu'un ici, un enthousiaste pour le Brexit, pas quelqu'un qui veut avec les mêmes idées que Monsieur Cameron. Et c'est mal aussi il partir avec Cameron. Mais non, nous avons besoin d'un ambassadeur qui est extrêmement pour Brexit. Donc vous êtes satisfait finalement du fait qu'il ait démissionné de ce poste? Encore, pardon? Vous êtes satisfait de sa démission, du coup? Oui, c'est bien qu'il ait démissionné. Et c'est exactement que c'est de cet monsieur, il est là-bas pour beaucoup des années. Il n'a pas organisé quelque chose pour le Brexit avant. Et il n'a pas assisté Cameron pour avoir les choses qu'il veut de la communauté européenne. C'est pourquoi il reste. Nous avons une personne qui veut Brexit. Et ça, c'est nécessairement non. Une personne qui veut le Brexit. Jean-Dominique Giuliani, vu de Bruxelles, comment cette démission a-t-elle été perçue? La Commission a dit qu'elle déplorait son départ. Que pensez-vous des commentaires finalement que le diplomate a fait contre justement l'équipe des Brexiteurs? Il les traite d'incapables, il pointe du doigt leur impréparation. Oui, je crois que le commentaire qu'on vient d'entendre de la part de notre ami député européen britannique
membre de l'UKIP. Membre de l'UKIP, qui souhaite un ambassadeur enthousiaste. Donc, ce n'est pas le rôle principal des ambassadeurs d'être enthousiastes. Ce qu'on leur demande, enthousiaste pour le Brexit dur. Oui, ou pour l'un ou pour l'autre. On leur demande d'être de grands professionnels et d'appliquer la politique de leur gouvernement. Et je crois que c'est avec la politique de son gouvernement que l'ambassadeur britannique auprès des institutions européennes avait des problèmes, puisqu'il avait des points de vue techniques. Et c'est un remarquable technicien qui d'ailleurs défendait très bien les intérêts du Royaume-Uni, au point même que certains de ses collègues le redoutaient, n'est-ce pas? Et donc je ne comprends pas très bien cette politisation qui est une fois de plus, qui donne le sentiment que les Britanniques sont devenus les champions d'un sport nouveau, national, qui consiste à se tirer une balle dans le pied. Donc vous déplorez, vous, voilà. cette démission? Je trouve ça tout à fait déplorable parce que politiser... Vous déplorez la démission, Jean-Dominique Giuliani, ou sa justification, lorsque justement il tire à boulet rouge sur Theresa May? C'est une affaire britannique, n'est-ce pas? Ce que je déplore, c'est qu'on en arrive à des situations comme ça, où on voit une grande confusion, alors que tout le monde a intérêt à ce que les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se passent pour le mieux, y compris les négociations qui vont suite au vote du 23 juin en faveur d'un Brexit. Tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien, sans passion, sans politisation. On a l'impression que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a passion, division, et c'est tout l'inverse qui se passe. Chaos. C'est contraire aux intérêts de toutes les parties. Alex Taylor, Ivan Rogers donc, a envoyé un mail à ses collaborateurs aujourd'hui et il a dit, il traite pratiquement, enfin on peut dire qu'il traite d'incapable finalement l'équipe de Theresa May. Il dit, il y a très peu d'expérience sérieuse pour ce qui est des négociations multilatérales à Whitehall. Donc c'est une façon très britannique de dire, vous êtes des incapables. C'est un peu ça. Je ne pense pas que sa démission en tant que telle soit si importante que ça, parce que de toute façon, il allait partir au mois d'octobre. C'est surtout, ça a une valeur de symbole, parce qu'il a mis en évidence dans ce même mail, il a utilisé le mot fouillis. C'est un fouillis total, c'est-à-dire qu'il a mis en lumière ce que tout le monde sait déjà depuis un moment. Mais là, je crois qu'il y a un moment psychologique avec le début d'une nouvelle année. C'est-à-dire que dans 2 mois, mon pays va déclencher l'article 50 pour quitter l'Union européenne. En théorie, mais enfin, c'est 2 mois ou 3 mois. Mais sans savoir et sans que le Premier ministre ait jamais donné la moindre indication de savoir si nous voulons rester dans le marché unique. C'est quand même une vaste question. Je suis concerné au premier chef. Je bénéficie de la libre circulation des personnes, comme 2 millions de mes compatriotes. Nous voulons savoir si nous allons continuer à bénéficier de ces droits-là. Mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs. On ne connaît pas le cap de Theresa May. On ne connaît pas les objectifs de relation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. C'est ce que dit Ivan Rogers. Alors, ce que dit toujours Theresa May, alors, pendant un moment, ça allait. Elle pouvait dire, quand je vais rentrer négocier avec les Européens, je ne peux pas dévoiler tout de suite ce que j'ai dans mes cartes. Mais là, ça devient quand même grave. Parce que de toute façon, je ne comprends pas vraiment cet argument. Parce que 1 heure après, si ça commence malheureusement le 1er avril, mais ce n'est pas une blague, donc après le déclenchement de l'article 50, si les négociations commencent le 1er avril, 1 heure après le début des négociations, ça va être tweeté partout par les Européens en disant les Britanniques veulent ceci ou cela. Donc qu'est-ce qui l'empêche de dire maintenant, sur une décision qui va affecter des générations de Britanniques et l'économie britannique pendant des années à venir, de dire oui ou non le marché unique, oui ou non l'Union. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est clair, c'est qu'elle ne sait pas elle-même. Mais l'inquiétude qui naît de la démission de Sir Roger, c'est pas tellement le rôle qu'il aurait pu jouer, la perte d'un grand professionnel, d'un diplomate. Les déclarations du représentant de l'UKIP démontrent la totale ignorance de ce qu'est un corps diplomatique. Un corps diplomatique, ce sont des experts au service d'un gouvernement, quel qu'il soit. En tout état de cause, l'ambassadeur n'allait pas être le négociateur principal avec le reste de l'Union européenne, puisque c'est évidemment les ministres du Mais Pierre, il a voulu faire un coup d'éclat. Non, il est parti par lassitude, il est parti parce que, comme l'a dit Alex, il devait partir dans quelques mois, il pensait le faire plutôt maintenant, parce qu'il y a des choses qui finissent par être difficiles. Le rôle d'un ambassadeur, c'est d'alerter son gouvernement de la réalité des choses. Or, ce qu'on constate, pas écouté, ce que ça révèle, ça n'aura pas de conséquences sur les négociations, sur les missions. En revanche, ça révèle l'absence absolue de stratégie d'un gouvernement aux abois. Est-ce que ça révèle également une zizanie entre des Brexiteurs durs et des comme Boris Johnson et des Brexiteurs un peu moins durs, comme l'était justement Brexit pas dur, Brexit mou, Brexit un peu entre les deux, ça n'a aucun sens. C'est une terminologie qu'il faudrait abandonner, nous les médias et les hommes politiques. Brexit, c'est dur. C'est Brexit qui est dur. C'est pas la manière dont on va le faire. C'est dur de toute façon. Alors après ça, il y a des méthodes pour y aller, des tactiques. Est-ce qu'on casse tout de suite
dans les 2 ans qui viennent pour reconstruire quelque chose après ? Ou est-ce qu'on fait les deux en même temps, ce qui serait plutôt la volonté du gouvernement anglais? Évidemment, les Européens disent non, on va d'abord divorcer. S'il faut, on va se partager la vaisselle. Et s'il faut reconstruire, si on veut rester bons amis, comme on dit, let's remain friends. S'il veut rester bons amis à long terme, on verra plus tard. Oui, ça fait beaucoup de si pour l'instant. Non, ça fait pas de si. Ce que ça révèle de manière cruelle pour Londres, c'est surtout cette absence de stratégie, cette absence totale parce que c'est de l'incertitude, un mélange d'ignorance, d'incompétence, d'inexpérience et aussi d'arrogance. D'arrogance, et c'est un Britannique qui le dit. Les Européens en ont plus besoin que nous, c'est la méconnaissance totale des intérêts de l'autre. Or, un ambassadeur, c'est fait pour expliquer à son gouvernement quels sont les intérêts de l'autre parti. Pourquoi il parle comme ça, pourquoi il négocie comme ça, pourquoi il raisonne comme ça. David Coburn, est-ce que c'est un coup dur pour Theresa May, cette démission ? Non, je pense que c'est bien. Et c'est bien qu'elle avait fait ça. Nous avons demandé ça pour longtemps. Et si nous avons, le monsieur est là-bas, il dit que l'ambassadeur c'est là-bas pour faire des dictatures à le gouvernement britannique. Non, il est là-bas pour représenter les opinions des peuples britanniques. Et le peuple britannique veut partir de la communauté européenne. Et cet ambassadeur, il est contre ça. So, bien, nous avons un nouveau ambassadeur, j'espère, qui est extrêmement pour le Brexit. Monsieur Farage, il est un bon choix pour cette poste. Donc vous souhaiteriez que ce soit Nigel Farage qui prenne la place d'Ivan Rogers. Alors là, effectivement, ça serait un sacré tournant. D'après ce qu'on a compris, non ? Pardon ? Il va déjà représenter le Royaume-Uni aux États-Unis, puisque Monsieur Trump l'a prédésigné, je crois. Visiblement, il cherche un poste d'ambassadeur. Il cherche un poste d'ambassadeur. Alors, Jean-Dominique Giuliani, est-ce que c'est un coup dur pour les Européens, tout de même, cette démission ? Il était... aimé, enfin en tout cas connu dans les arcanes de Bruxelles. Ce qui est un coup dur pour les Européens, c'est cette incertitude. On aimerait pouvoir avoir avec ça l'ajoute à l'incertitude. Gouvernement britannique. Non, c'est la preuve de ce qu'on sent depuis, comme on le disait à l'instant, comme Pierre le disait, cette absence de stratégie. Rien n'est pire en matière diplomatique et de relations à l'intérieur de l'Union européenne que de ne pas savoir ce que veulent les partenaires pour pouvoir ensuite discuter sur des bases sérieuses au profit des Donc, peuples pour l'instant, et des États. Du côté des Européens, puisque vous êtes à la tête d'un think tank européen, on ne comprend pas la stratégie de Theresa May, c'est ce que vous êtes en train de dire ? On ne la connaît pas, en tout cas, et il n'y en a pas. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que les intérêts du Royaume-Uni ne sont pas définis. Les intérêts du Royaume-Uni sont contradictoires. Est-ce que Theresa May doit s'occuper de l'avenir de l'industrie de la finance britannique, qui est très inquiète de ce qui se passe et qui aimerait bien avoir, qui déteste rien de plus que l'incertitude, et qui aimerait bien avoir des guides sur qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent. Non. Donc le Royaume-Uni lui-même est en conflit intérieur parce que n'arrive pas à faire la synthèse de ses intérêts dans l'affaire. Il est tiraillé entre des intérêts contradictoires. L'Écosse d'un côté, l'industrie financière de Londres, de l'autre, les grandes villes contre les campagnes. Enfin, donc c'est compliqué. Et alors, du côté des Européens, attendez, juste Jean-Dominique Giuliani, du côté des Européens, Donald Tusk dit, lui, que finalement, il y aura 7 ans d'instabilité pour les Britanniques, justement parce qu'il y aura Brexit. Donc c'est l'instabilité qui domine dans cette affaire, finalement. Du côté des Européens, le travail a déjà commencé, n'est-ce pas ? Il est d'ailleurs secret pour l'instant, c'est-à-dire qu'on met en ordre les dossiers, on regarde tous les sujets qui vont être extrêmement... Mais ils avancent véritablement sur le sujet, Jean-Dominique Giuliani ? On commence à faire ce qu'on appelle le screening de tous les sujets potentiels, potentiellement susceptibles d'être avancés par les Britanniques. On commence ce screening, donc c'est le tout début. Non, mais ça fait déjà quelques mois que c'est le cas. Mais en tout cas, il y a des traités, il y a des principes, il y a une jurisprudence, donc on est plus confortable à Bruxelles, que ce soit au sein du Conseil qui représente les États membres, Donald Tusk, qui lui voit les choses en disant « Ouh là là, c'est compliqué, ça va prendre au moins 7 ans », que ce soit au niveau de la Commission où Michel Barnier anime d'ores et déjà une équipe de gens qui sont des professionnels. Mais Michel Barnier dit on ne peut pas tout faire en même temps. Enfin, il a l'air également de naviguer un peu à vue, Michel Barnier. Il ne veut pas parler tant qu'on ne connaît pas les demandes britanniques. Et la réalité, c'est que les demandes britanniques sont tellement contradictoires, potentiellement contradictoires, qu'on a besoin au moins que Mme May parle à un moment ou à un autre. Et donc, je pense que c'est extrêmement préjudiciable, d'abord aux intérêts britanniques, et puis pour les Européens... Pour vous donner un exemple, l'ambassadeur, dans sa lettre à son staff, mentionne l'absence de capacité de négociation du Royaume-Uni. Il n'y a plus
au Royaume-Uni, à Londres, dans les services britanniques, de gens capables de négocier des accords de commerce international. Ils étaient connus comme les plus grands négociateurs européens, les non, Britanniques. Les accords de commerce international, depuis qu'ils sont d'abord dans la communauté européenne, puis dans l'Union européenne, sont délégués à l'Union. Donc il n'y a plus le staff technique, les gens qui pensent ces choses, qui connaissent les dossiers pour négocier ça avec, d'une part, le reste de l'Europe et d'autre part, avec les fantasmes actuels, avec la Chine, les États-Unis, etc. Vous êtes d'accord, Alex Taylor ? Ils n'ont pas le personnel pour le faire. Alors, il y a quelque chose, vous êtes tous en train de parler comme si la situation allait rester stable dans les mois et dans les années à venir, mais pas du tout. Les choses bougent. Mais par exemple, moi, je prends toujours, parce que moi, je rentre souvent en Grande-Bretagne, j'y étais pour Noël, je prends toujours à témoin ma belle-mère, qui est une retraitée toujours un bon exemple. Les belles-mères, toujours un bon exemple. Et qui m'a dit, pas plus tard qu'il y a 10 jours, quand j'étais pour Noël, elle me dit, Alex, c'est évident que les prix commencent à monter. Elle habite dans le Sussex. Elle était pour le Remain, mais tous ses amis étaient pour quitter pour le Brexit. Et beaucoup de gens commencent à lui dire, si c'est vraiment l'inflation qui va monter, on est plus sûr d'avoir pris la bonne décision. Donc il se rétracte. Je pense que, rappelez-vous ce qu'a dit Clinton, it's the economy stupid, c'est l'économie. Alors si d'ici, parce que la livre a chuté, la moitié la moitié des produits dans les supermarchés britanniques sont des produits. Donc ils pourraient revenir sur leur décision. L'inflation cette année va monter, les gens d'ici 6 mois, it's the economy stupid. D'où cette indécision. Attendez, je voudrais faire parce qu'on va avoir une pause très vite, je voudrais faire réagir David Coburn justement à ce que vient de dire Alex Taylor. Ils pourraient se rétracter finalement, les Britanniques qui ont voté oui pour le Brexit. Oui, les Anglais, les Britanniques en total, ils veulent partir de la communauté européenne. Et cet monsieur, il dit, oh, c'est l'économie stupide. Oui, c'est l'économie stupide. Notre économie, c'est meilleur depuis que nous avons décidé de Brexit. Il n'y a pas de catastrophe que tout le monde dit, oh, nous avons une catastrophe. Et maintenant les hommes d'affaires, plus en plus, ils pensent que le Brexit, c'est bon. Je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas tout à fait sûr de ça, parce qu'à la City, j'en suis pas certaine. C'est seulement les grandes sociétés qui n'aiment pas ça. Les grandes sociétés n'étaient pas favorables au Brexit. Non, les grandes sociétés n'aiment pas ça parce qu'ils juste veulent l'esclaverie internationale, qu'ils bougent la population ici et là-bas pour avoir le moins cher travailleurs. Mais c'est surtout bien les petites et moyennes sociétés en Grande-Bretagne, ils préfèrent le Brexit. Merci en tout cas d'avoir participé à la première partie de cette émission. On se retrouve après une courte pause pour la deuxième partie de l'émission. Vous restez avec nous sur France 24.